Binge Audio. Salut chers auditeurs, c'est Camille Test. Il y a quelques années, à Paris, je donnais des cours de soutien à une lycéenne des beaux quartiers. Lors des conversations informelles qu'on avait entre 2 exercices de maths ou d'anglais, elle me racontait sa vie, ses rêves, ses ambitions. Un jour, elle m'a confié que son rêve était de devenir trader à Londres. Je suis tombée des nues. De ce que j'avais pu voir pendant nos cours de maths, elle n'était pas particulièrement intéressée par les chiffres. À cet instant, elle n'avait pas non plus l'air très animée par sa future carrière. Et puis, on était bien après la crise de 2008, et elle n'était pas sans ignorer, même vaguement, quel rôle avait joué le monde de la finance dans la paupérisation de millions de personnes. En la questionnant sur ce choix, en évoquant l'impact qu'elle aurait probablement sur les autres avec une telle carrière, elle m'avait répondu qu'elle s'en fichait. Les autres n'avaient qu'à travailler assez pour devenir trader aussi. Soudainement investie de la mission d'empêcher l'apparition d'une nouvelle trader sur cette terre, je me souviens avoir argumenté dans tous les sens, lui demandant si au fond d'elle, elle ne préférerait pas devenir vétérinaire, céramiste ou pâtissière. Mais rien n'y avait fait et ses parents, qui la poussaient dans cette voie, ont arrêté après cette conversation de faire appel à mes services, des fois que je la fasse changer d'avis. Je n'ai jamais oublié cette conversation. Encore aujourd'hui, je m'interroge. Qu'est-ce qui nous pousse à vouloir tant réussir, souvent au détriment du bien-être des autres ? Pire, pour réussir sa vie, ne faut-il pas au fond que d'autres la ratent ? Et si, quelque part, c'est ça qui nous plaisait ? Et puis, cette quête de la réussite individuelle nous fait-elle seulement du bien ? Cette jeune fille, si elle a suivi cette voie, est-elle aujourd'hui épanouie dans sa vie ? Ou vit-elle dans l'anxiété constante de gagner moins d'argent que ses voisins, ou de ne pas correspondre au modèle de réussite que ses parents ont forgé pour elle ? En fait, ne serions-nous pas plus heureux et heureuses si on arrêtait une bonne fois pour toutes d'essayer de réussir nos vies ? Ça tombe bien, depuis quelques années, une neuroscientifique s'intéresse de près à ces questions. Sama Karaki, merci d'avoir accepté mon invitation. Bienvenue Sama. Merci Camille. Tu es neuroscientifique, donc tu es autrice, experte en santé mentale, en apprentissage et en culture organisationnelle. Avant toute chose, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que les neurosciences ? Alors, les neurosciences, dans le sens large, c'est la discipline qui étudie le système nerveux, de son unité de base, les cellules neuronales, cellules gliales, jusqu'aux circuits plus complexes. Après, on parle souvent, et je pense que ce qui vous intéresse, c'est plus les neurosciences cognitives, qui, elles, s'intéressent aux bases biologiques du comportement, donc qui vont étudier la cognition, perception, mémoire, attention, voilà. Donc, ce qui un peu soutient les comportements. Grande majorité, c'est des modèles animaux, et puis des fois, on les applique à l'humain. Tu es l'autrice de 3 livres, dont Le talent est une fiction, paru en 2023 aux éditions J.C. Lattès. Tu es aussi la fondatrice et directrice du Social Brain Institute, qui est une ONG basée à Genève qui tente de faire des liens entre sciences cognitives et sociales. Ça te différencie, ce lien entre sciences cognitives et sociales, un petit peu d'un certain nombre de tes confrères et consoeurs. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi et pourquoi tu as fondé cet institut ? Alors, je suis neuroscientifique, mais je suis pas très fan de cette discipline. En tout cas, je suis pas très. Je me méfie un peu de la place qu'elle prend dans les sujets dont ce qu'on va évoquer, parce que on tend à considérer que la neuroscience c'est une perspective plus séduisante, parce qu'on est en train de regarder ce qui se passe dans les cerveaux. Il y en a des IRM fonctionnels, on a des technologies, on a des outils en fait qui sont sophistiqués, et que donc on peut se passer d'autres disciplines. Donc avec ce qu'on appelle un impérialisme disciplinaire, qu'on considère que cette approche, elle est plus solide, elle est plus apaisante parce qu'elle est rationnelle. Et donc, on tombe souvent dans le réductionnisme, ce qu'on appelle réductionnisme, et donc d'expliquer des phénomènes complexes en les renvoyant à un niveau de preuve biologique, cette fois dans le cerveau. Et donc, en fait, ça politise et asocialise des questions qui sont beaucoup plus larges que ce corps. Et c'est ce que je cherche à faire, pas toute seule, bien sûr. Il y a beaucoup de démarches qui cherchent à sortir cette discipline de son champ de laboratoire et puis de dire, OK, c'est ce qu'on sait sur le cerveau, mais qu'est-ce que ce cerveau, une fois incarné dans la société, qu'est-ce que ça peut révéler dans sa complexité? Et donc, c'est de croiser les connaissances avec les connaissances d'autres disciplines qui ont été regardées de haut, en quelque sorte, par les neuroscientifiques, comme les sociologues ou les épidémiologues ou les anthropologues ou toutes les autres disciplines des sciences cognitives. Qui peuvent être vues parfois comme des sciences dites molles, c'est-à-dire pas très sérieuses, qui peuvent être considérées comme telles parfois par quelques neuroscientifiques notamment.
Oui, ou même sciences humaines, c'est-à-dire c'est encore plus absurde. On n'a pas les mêmes méthodologies, certes, on n'a pas les mêmes approches, et justement, on souffre dans les neurosciences d'approches qui sont, comme je le redis, réductionnistes, et donc qui sont biologisantes. Donc on va renvoyer à la biologie ce qui ne tient pas de la biologie. Et donc voilà, on se passe en fait des experts de ces facteurs qui nous sont invisibles dans un laboratoire, qui sont les sociologues. Donc les neurosciences et les neuroscientifiques, on l'a vu, on l'entend souvent dans les médias, ont plutôt le vent en poupe ces dernières années, notamment dans tout le secteur du développement personnel, parce que c'est un domaine où on cherche par tous les moyens à s'auto-optimiser individuellement dans le but de réussir sa vie. Et donc, si on identifie grâce aux neurosciences que, par exemple, son cerveau gauche, son cerveau droit, comme on dit souvent, t'appelles ça des neuromythes, et ça nous permet d'être plus performants et donc de réussir davantage individuellement. C'est quelque chose qui existe selon toi? Oui, qui existe pas depuis très longtemps, parce que un peu ça suit depuis quelques décennies. Il y a cette idée qui s'inscrit dans la théorie du choix rationnel, qui nous renvoie en fait à des individus un peu comme le marché le voudrait bien, c'est-à-dire que des individus qui vont en fait traiter les informations de sorte à maximiser l'utilité, et donc on va faire des choix rationnels pour notre bien. Qu'est-ce que ça nous renvoie? Ça nous renvoie à l'idée que nous sommes maîtres de ce corps, de ce bien-être, de cette santé physique et mentale. Et donc, comme on le maîtrise, comme on est des individus, comme des citadelles séparées du monde, donc on peut le développer, on peut l'optimiser. Donc, il y a deux illusions que les neurosciences, et les neuroscientifiques d'ailleurs, nourrissent. La première, c'est qu'on va réussir à comprendre qui on est. Déjà, cette idée du soi, qui est complètement absurde. Enfin, absurde dans le sens qui est non étudiable. Et la deuxième, c'est qu'une fois que j'ai compris qui je suis, alors je vais maintenant le développer, le rendre plus beau, plus apaisé, bref. Et donc voilà, on n'est pas des projets séparés du monde, et donc comme on n'est pas des projets séparés du monde, ça sert à rien de mener des chantiers d'optimisation. Donc c'est la deuxième illusion qui part toujours de cette, je dirais pas complot, je dirais que c'est la conséquence d'individualiser nos combats, d'individualiser nos trajectoires, et donc de nous faire croire que nous avons une autodétermination qui certes peut exister, mais qui est exagérée par, nommons-le, la forme la plus néolibérale du capitalisme, qui a intérêt aussi à ce qu'on soit aveugle à tout ce qui nous entoure et à ce qu'on se regarde sans cesse comme étant des individus séparés du monde. Alors dans un instant, on va se questionner justement sur cette notion de réussite, notamment dans le système néolibéral, une réussite qui est très très individuelle et qui pourrait ne pas l'être. Avant ça, je voudrais qu'on accueille le psychiatre Daniel Batoula. Bonsoir Camille, bonsoir Sarah. Daniel, en tant que psychiatre, est-ce que toi, tes patientes viennent te voir pour te parler de leur rapport à la réussite, soit en étant très fiers dans le cas d'une grande réussite ou en ayant très peur? Est-ce que c'est des sujets que tu abordes avec eux ou pas tellement? Alors, ce sujet-là, c'est pas un sujet sur lequel les patientes ou les patients qui viennent me voir vont parler d'emblée. C'est un sujet peut-être qu'ils vont peut-être plus aborder quand ils vont voir des psychologues ou d'autres collègues, mais quand ils viennent voir le psychiatre que je suis, ils viennent plus parler de choses plus difficiles, de doutes sur une pathologie, sur une dépression, ce genre de choses. Là où je peux ressentir un petit peu ces moments où les patientes me parlent de leur réussite, c'est parce que je travaille aussi au sein ce qu'on appelle le CAMU, donc c'est un centre, c'est les psychiatres et les psychologues qui sont au niveau de l'université. Donc en fait, les étudiants viennent nous voir directement. Ils n'ont pas besoin d'aller à l'hôpital psychiatrique ou dans un cabinet. Ils viennent voir directement sur le campus universitaire des psychiatres et des psychologues. Et donc là, je vais avoir accès à des personnes qui sont en pleine construction de leur vie, qui vont parfois se poser des questions sur leur réussite. Et là, à ces moments-là, je vais peut-être parler de ça avec eux à un moment-là. Et de ces questionnements, est-ce que tu ressens de l'anxiété, de la peur? Est-ce que c'est des choses que tu vois? Ou alors la question de la réussite, c'est une conversation très anodine, sans émotion? Il y a cette crainte de ne pas réussir ou de ne pas... soit de ne pas réussir la filière dans laquelle ils sont parce qu'ils ont choisi ça et que ça leur convient, soit la crainte de ne pas réussir la filière, mais parce qu'en fait c'est pas leur choix. Parfois c'est un choix qui leur a été imposé par des parents, par un entourage, et on leur a dit il faut que tu fasses ces études-là, et donc les personnes se disent non mais je suis pas à l'aise dans ce que je suis en train de faire, et pourtant je vais continuer à le faire parce que on m'y a un petit peu forcé, on m'a un petit peu obligé. Donc là l'idée c'est de travailler avec eux, qu'est-ce que les personnes ont envie vraiment de faire et comment
se détacher de ce regard de il faut réussir ou ne pas réussir. Parce que les étudiants qui viennent et qui me disent je suis dans une filière, il faut que je réussisse, c'est souvent une filière avec, tu as parlé de trader avant, des choses avec un métier, on a l'impression qu'on réussit sa vie ou qu'on gagne sa vie, alors que moi je veux être artiste. Financièrement, c'est pas ce qui est de plus aisé, et pour certaines personnes, ça rime avec pas de réussite. Alors je vous propose qu'on se penche un peu sur la définition de la réussite. Aujourd'hui, quand on parle de réussite, souvent on parle, il me semble, de gagner au jeu social, de gagner au jeu de la vie, d'être peut-être plus riche, plus beau, plus intelligent que son voisin. Sama, est-ce que cette vision de la réussite, elle est atemporelle? Est-ce qu'elle a toujours existé? Est-ce qu'elle est très propre au système dans lequel on est? Je n'aurais pas de réponse parce qu'on n'a pas sondé les intentions de nos ancêtres sur ce qu'ils avaient comme ambition. On peut dire que l'accomplissement d'un geste, l'accomplissement d'une maîtrise du monde, c'est quelque chose qu'on observe chez les enfants. Déjà, ça veut dire de maîtriser un geste. C'est quelque chose qui donne une forme de récompense sur laquelle on s'appuie pour apprendre encore plus. Et que cette réussite-là, elle nous accompagne. C'est un moteur d'apprentissage. C'est un moteur pour maîtriser, explorer le monde. Et même un rongeur placé dans un milieu nouveau, il va vouloir explorer et il va éprouver d'une forme de plaisir à contrôler son environnement. Donc la réussite, tel que je pense que le sujet d'aujourd'hui, c'est de gagner dans une compétition sociale. Ça veut dire, c'est comme si la société, toujours aujourd'hui, nous a imposé un jeu, un seul, qu'il y a une façon de gagner, c'est celle de faire une ascension économique et sociale. Il y a un livre qui a fait beaucoup parler de lui ces dernières années qui s'appelle Le Bug humain, d'un auteur qui s'appelle Sébastien Boller, qui qui suppose, entre autres, qu'il y a un endroit dans notre cerveau, le striatum, qui serait responsable de notre besoin de toujours plus, et notamment notre besoin de toujours plus de pouvoir. Est-ce que tu peux me dire comment tu te positionnes par rapport à ça? Il n'y a aucun fondement scientifique à cette idée. L'homme n'est pas un loup pour l'homme. Encore d'ailleurs, le loup n'est pas un loup pour le loup. Enfin, dans le sens, ça veut dire que les loups aussi, ils se comportent d'une manière très collaboratrice. En fait, ils font ce qu'il faut pour que le groupe survive. Et nous aussi, on est câblés pour nous conformer et pour collaborer quand il le faut, pour qu'on puisse survivre. On est beaucoup plus intéressé d'ailleurs par ça que par le profit individuel. Sauf si la société nous renvoie à cette image-là, que c'est le seul moyen. Je pense que la fille que vous avez évoquée au début, elle ne se couche pas le soir en disant elle dit pas je suis une connasse, hein. Elle dit je suis au top de moi-même, je suis dans l'idéal de me réaliser, et d'ailleurs quand je serai très riche, je vais faire du bien aux gens que j'aime, n'est-ce pas? C'est ça, c'est ce qu'elle dit. C'est parce que c'est un peu l'image qui a été renvoyée, et c'est pas compliqué de chercher d'où vient cette image. On est entouré par ce récit, on est gouverné par des personnes qui valorisent cette forme de réussite. Donc ce serait plutôt étonnant des personnes qui disent alors moi la réussite économique ça ne me concerne pas, moi, je vais être dans la précarité, c'est ce que j'aime dans la vie, hein. Ce serait ça le discours qui serait l'alternatif. Je pense que c'est un sujet important à aborder dans un podcast qui traite de santé mentale, la question de la réussite. On l'a vu un peu, c'est pas anodin. Souvent, ça rime avec tout un panel d'émotions, souvent négatives, l'angoisse de rater, parfois la jalousie aussi, on y reviendra tout à l'heure, la fatigue, une mauvaise estime de soi. Je vous propose qu'on écoute un témoignage de quelqu'un qui raconte avoir longtemps eu peur de rater sa vie. Honnêtement, j'ai très peur de rater ma vie, de ne pas profiter au maximum de chaque instant. Pendant longtemps, ça a fait de moi quelqu'une de très changeante. Je changeais de partenaire souvent, car je voulais vivre beaucoup d'histoires d'amour. Je changeais de ville, car je voulais profiter du plus d'endroits possible. J'essayais de progresser dans mon boulot aussi vite que possible. J'avais un sentiment d'urgence, de réussir, qui m'a apporté beaucoup, mais qui m'a aussi beaucoup fatiguée et angoissée. Daniel, Sama, qu'est-ce que ça vous évoque, ce témoignage ? On ressent de l'anxiété de performance, réussir absolument, parce que la société met en avant ce qu'on appelle la réussite sociale, c'est gagner de l'argent, voyager partout, faire des belles photos sur les réseaux sociaux, montrer que tout va bien dans notre vie et ainsi de suite. Sauf que pour réussir à faire ça tout le temps, c'est pas possible, donc ça nous angoisse, ça nous ronge et on se dit il faut que je fasse mieux,
chaque fois, et ce que je fais, ce n'est pas suffisant, et ça crée un cercle vicieux, et la personne, elle s'épuise au bout d'un moment donné, et en plus, elle se dévalorise parce qu'elle se dit, j'ai que un 18, alors qu'il faudrait que j'arrive à avoir un 20, j'ai pas eu la meilleure note, c'est pas ce qu'il y a de mieux, et ensuite, il y a de la comparaison avec les autres personnes, en disant, ce que les autres font, c'est moins bien, ou ça crée de la jalousie, tiens, elle a réussi à faire ça, mais moi, je comprends pas, je vais faire mieux, ou je vais peut-être même essayer de lui mettre des bâtons dans les roues pour réussir à sa place, parce que il y a qu'une seule place, ou il y a pas beaucoup de place, donc ça crée et des problèmes personnels et des problèmes interpersonnels, donc de l'anxiété pour la personne qui est dans ce système-là, et de la jalousie et des conflits ensuite avec des personnes qui pouvaient être proches au départ. Dans ce témoignage, on entend donc une envie de réussir, de croquer la vie à pleines dents, mais aussi de réussir vite, d'aller vite. Il y a cette notion de je fais plein de choses, je veux changer de boulot le plus vite possible. Ça m'a évoqué une sorte de pression à faire les choses jeunes qu'on voit dans cette société. On l'a vu récemment, on survalorise le fait qu'on a le plus jeune Premier ministre de tous les temps ou le plus jeune président. Je pense aussi à des journaux qui, par exemple, je pense à Forbes qui sort tous les gens son classement des 30 under 30, ou à Vanity Fair qui fait son classement des moins de 30 ans. On est dans une culture de faire les choses jeunes. Est-ce que ça peut expliquer aussi cette espèce de besoin qui peut parfois quand même être un peu néfaste pour la santé mentale de réussir tôt? Alors, ce n'est pas nouveau. Hein. Mozart, pourquoi c'était spécial? C'est parce qu'il avait 5 ans. Hein. Je ne sais pas d'ailleurs s'il avait 5 ans, son père a exagéré sa jeunesse. Mais on a toujours été fascinés par le fait que, à condition égale, mais sauf qu'à cette fois, en condition d'âge égale, des personnes vont performer mieux que d'autres. Parce que, encore une fois, on ne voyait pas tous les autres facteurs, ils nous étaient invisibles. Et donc, par exemple, on compare les enfants à l'école, ils ont le même âge, on les compare en considérant que l'école, c'est l'égalité des chances, et donc c'est à condition égale. Et donc, ce qui nous fascine, c'est que au même âge, des personnes font des choses mieux que d'autres. Donc, où est-ce qu'on peut faire cette comparaison le mieux ? C'est de regarder quelqu'un qui a 10 ans, 20 ans, 30 ans moins que nous et qui y arrive, ce qui signifie qu'à condition de temps égale, nous, à la base, on était paumés et cette personne, elle a réalisé... Donc, par exemple, si on prenait le cas du Premier ministre, en fait, il a des conditions extrêmement facilitatrices de cette trajectoire et donc, sa jeunesse n'est pas du tout révélatrice d'une brillance supérieure. Elle est simplement révélatrice de la trajectoire quasi géographique qu'il a eue. Oui, justement, tu me tends une perche parce que dans ton dernier livre, Le talent est une fiction, tu évoques ce sujet. En fait, tu évoques le fait qu'il y a un mythe autour de la réussite qui est qu'on réussirait grâce au talent, grâce à une sorte de pouvoir magique que certaines personnes auraient ou pas. Et en fait, toi, tu montres que non, que en fait, les dés sont pipés et que souvent, globalement, les parcours de réussite s'expliquent beaucoup, pas entièrement, mais beaucoup, par le lieu de naissance. Le lieu, l'histoire, la culture, plein de choses qui nous sont visibles ou invisibles, qui sont écrasantes, je dirais, ces conditions sont écrasantes par rapport à ce que nous portons en nous comme prédisposition de réussite ou pas. Et donc, statistiquement, une personne issue d'une classe comme celle de notre Premier ministre, par exemple, elle a beaucoup plus de chances d'avoir cette trajectoire que quelqu'un qui vient de 2 heures du centre de Paris. Si je m'éloigne encore plus, ça va être encore moins de chance. Donc en fait, il y a le territoire dans lequel nous sommes nés, il y a cet amour ou pas qui est reçu dans le foyer, il y a le vocabulaire qui a circulé, la nourriture qui a circulé. En fait, on est traversé par cette vie, donc que la société est dans notre biologie et que donc, pour comprendre la trajectoire de quelqu'un, son âge est un indicateur écrasé sous tout ce sac à dos, que j'appelle sac à dos invisible, qui est soit fait de privilèges, soit fait de barrières. Et justement, est-ce qu'il y a un moyen, est-ce qu'il y a une façon, un outil pour mesurer objectivement la réussite ? Alors, dans le domaine de la génétique comportementale, on va par exemple s'intéresser à s'il y a des marqueurs génétiques qui peuvent prédire la réussite. Donc, du coup, il y a des indicateurs qui vont être évalués. Alors, il y a la réussite scolaire, qui peut être un des critères pour voir est-ce qu'il y a des marqueurs de réussite scolaire sur le génome. On va regarder s'il y a une association et puis on va voir si on aurait pu prédire par le génome. On va par exemple regarder des critères, des indicateurs de santé physique et des mentales. Et puis aussi, par exemple, probabilité de divorcer.
probabilité de fumer, probabilité d'aller en prison. Après, les critères sont très changeants. Par exemple, il y a la stabilité de la relation. Ça veut dire combien dure un mariage, combien dure, ça va être un critère aussi. Et bon, il y a des généticiens du comportement qui vont aller jusqu'à dire que moi, je peux lire sur le génome si vous allez divorcer. Je peux lire si vous allez être fumeur. D'ailleurs, le dernier, qui est très aimé par les médias français, il va dire qu'il peut, par le génome, pouvoir prédire si le temps de passer devant la télévision. Donc, quand même, et bien sûr, vous avez compris que ce sont beaucoup plus des critères qui sont socio-économiques et culturels. Et en fait, ce qu'il est en train de regarder sur les génomes, c'est plus des associations qui sont généalogiques, en fait, plutôt que des associations qui sont liées à prédiction de regarder la télé. C'est-à-dire généalogique liée à la famille Oui, parce que les gens se marient entre eux, de même classe sociale, finalement, et donc on va retrouver des marqueurs généalogiques. Et ça, d'ailleurs, ça montre clairement qu'il n'y a pas de mobilité sociale. C'est plutôt ça ce que montrent ces études d'endogamie qui se fait au sein des classes sociales et qui finissent par avoir des marqueurs biologiques partagés qui vont passer pour des marqueurs de capacité. Donc ça veut dire que si tu viens d'une famille bourgeoise, on peut le retrouver dans tes gènes et du coup prédire un certain nombre de réussites, mais parce que tu viens d'une famille bourgeoise. Oui, et d'ailleurs, on pourra retracer ça très loin. Ça veut dire les familles bourgeoises se sont mariées entre elles pendant très très longtemps. Peut-être que ça fait 4 générations qu'il y a des sorties un peu plus courantes, mais historiquement, pendant des siècles, les gens sont mariés dans leur classe sociale. Et d'ailleurs, c'était quasiment interdit de sortir de ce cadre-là. Et donc on va retrouver dans nos génomes des parties qui sont partagées, mais pour ces raisons-là. Alors pour revenir un instant sur la question du talent, ce qui est intéressant dans ton livre, c'est qu'en fait on se demande pourquoi est-ce qu'on aime à ce point-là, pourquoi ça nous rassure de se dire que s'il y a des gens qui réussissent au sens social du terme et d'autres qui réussissent pas, c'est grâce au talent. C'est ça. C'est que finalement ça nous permet de mieux dormir la nuit, parce qu'en fait si on se dit c'est parce que les dés sont pipés, parce qu'en fait il y a des gens qui naissent et qui sont scolarisés à Stanislas et d'autres qui sont c'est un peu plus compliqué de dormir avec ça, quoi. Ben voilà, vous l'avez dit, c'est apaisant. En fait, il n'y a rien de plus apaisant que de considérer que ceux qui occupent les places de pouvoir, ils l'occupent pour des raisons biologiques. Parce que c'est dans leur corps, parce que c'est des génies, quoi. Et en plus on n'y peut rien, parce que c'est déterminé par la biologie. Et donc c'est ce qui est très apaisant, c'est euphorisant. Ça veut dire de se dire que ma place, mon échec, par exemple, il s'explique par le fait que je ne suis pas fait pour ça. Et d'ailleurs, c'est très frustrant quand on s'en rend compte des inégalités. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est que les mesures de maladies liées au stress, que ce soit maladie mentale ou physique d'ailleurs, le diabète, maladie cardiovasculaire, maladie immunitaire, les cancers, on va les trouver souvent dans les sociétés les plus inégalitaires, pas les sociétés les plus pauvres, hein. Sociétés les plus inégalitaires, dans lesquelles on mesure en fait l'injustice. On la mesure quotidiennement, cette injustice-là. Et donc, il faut quelque chose qui nous apaise. D'ailleurs, il y a Michael Sandel, qui est prof en philosophie politique à Harvard, qui a écrit sur le mythe de la méritocratie et qui expliquait l'élection de Trump par cette colère qui naît de l'injustice, que Trump il a su instrumentaliser pour dire on va gagner contre l'élite, Trump. Parce que il est parti toucher justement à ce besoin de reconnaissance. Qui était complètement négligé par Obama lui-même. Hein. C'est-à-dire, Obama, c'est le président qui a le plus prononcé le terme « smart » de l'histoire des campagnes, en renvoyant cette idée que les brillants, ils vont y arriver, parce que vous pouvez y arriver, même si vous êtes noir, même si vous êtes pauvre, même si vous allez y arriver si vous allez à l'université, en quelque sorte, donc si vous faites preuve de talent. Et donc Trump, il a dit, si vous n'avez pas le talent, je suis là pour vous. C'est quelque chose qui fonctionne très bien, de jouer sur ce besoin psychologique de reconnaissance. Ça rejoint un peu ma question de départ quand je demandais est-ce que il faut vraiment réussir sa vie, encore une fois, comme tu le disais tout à l'heure, au sens de jouer au jeu social. Est-ce que c'est pas justement nourrir une société basée sur la compétition, et donc qui, comme tu le dis, qui crée des humiliés, qui crée des colères, qui crée toutes sortes d'émotions extrêmement négatives qui nous rendent malades en réalité. On ne doit pas céder à ce récit, en tout cas. On ne doit pas céder à la définition de la réussite telle qu'on l'impose.
D'ailleurs, le meilleur état de santé mentale que nous pouvons éprouver, c'est quand on est distrait de nous-mêmes. Si on arrive à passer à autre chose, ça qui fait qu'on est bien. C'est-à-dire, si vous voulez, ma définition de la réussite, c'est quand j'ai complètement oublié où je suis, qu'est-ce que j'ai accompli, qu'est-ce que je suis en train de faire, est-ce que vous me trouvez bien, c'est là où on est vraiment disponible, en fait. Cette disponibilité, c'est ça qui fait qu'on est bien. Alors, si réussir sa vie telle que dans la définition qui nous a été imposée, si on n'a pas le temps pour être disponible, si on est tout le temps en fait démangé par ce besoin de plaire, par ce besoin de posséder, on l'a raté cette vie finalement. Et donc, moi je la trouve intéressante pour moi cette définition de dire que si j'arrive quand je suis avec mon fils, que je suis qu'avec mon fils en ce moment, je ne pense qu'à lui, aux trucs absurdes qu'il me raconte, et je suis dans ce monde-là, je suis présente, donc j'ai réussi ma journée parce que j'ai pu ne pas être préoccupée. Donc ça c'est pas les neurosciences, hein, c'est Sénèque, hein, il a écrit l'homme préoccupé, c'est-à-dire que c'est l'homme qui a raté sa vie, l'homme préoccupé. Et les neurosciences, c'est intéressant parce qu'on va voir que c'est là encore un miroir, hein, que quand on est apaisé, on regarde le cerveau, il est quasiment éteint. En fait, il est en ce qu'on appelle l'hypofrontalité. Et ça veut dire qu'on est cette idée qu'on n'utilise pas assez. En fait, non, on l'utilise trop. Donc, en fait, quand on est apaisé, les circuits qui sont activés quand on est en train de penser à nous, ils sont éteints. On est en quasi-solitude mentale, on est en quasi-silence mental. C'est ça ce qui se passe quand on médite aussi. C'est ça qui se passe. En fait, on est passé à autre chose. Mais à autre chose de quoi ? De nous. On est passé à autre chose. Et donc, ce jeu social, économique et social, on peut le jouer, mais comme un jeu, comme un enfant, c'est-à-dire qu'il y a un enfant qui joue, quand c'est l'heure de goûter, il passe au goûter, mais il a perdu. En fait, voilà, si on le joue comme un jeu, on aurait gagné. Parce qu'on n'aurait pas cédé à donner notre complexité, notre multiplicité au système. Et ça veut dire que si j'ai raté ma carrière, ok, j'ai raté ma carrière, j'ai pas raté ma vie. Et si j'ai raté ma relation, j'ai raté ma relation, j'ai pas raté ma vie. C'est un peu de la pleine conscience que vous avez décrit juste avant, le moment d'être juste à soi, ou de penser qu'à soi, ou de penser à l'instant présent, justement pour pas penser à toutes les choses qu'on est en train de louper. J'ai pas vu la dernière série, j'ai pas vu le dernier film, j'ai pas essayé la dernière chose à la mode. Non, en fait, je profite de cet instant présent où je suis tranquillement assis, en train d'écouter, en train de discuter avec des gens, et c'est une conversation agréable, et je pense pas aux choses auxquelles je peux passer à côté. C'est un peu de la pleine conscience du mindfulness. Juste comme je suis très sensible à cette idée de développement personnel, en fait, non, je ne pense pas à moi. C'est-à-dire que je suis, au contraire, je peux être en train de regarder un film. Et je peux être en train de me préoccuper du chagrin de quelqu'un d'autre. Je suis en fait, au contraire, pas préoccupée par mon développement personnel. C'est-à-dire que juste parce qu'il y a une confusion, et je comprends ce que vous dites, mais je clarifie que ce n'est pas ma position. C'est-à-dire que le développement personnel, qui est une démarche intéressante, de temps en temps, on se dit qu'est-ce que je suis en train de faire, où je vais, voilà. Mais c'est l'inverse de ne pas penser à soi. Et ne pas penser à soi, c'est oublier qu'on est un chantier, oublier qu'on est un chantier qui rate ou qui ne rate pas et qui s'améliore ou s'améliore pas. On va continuer à se repositionner un peu vis-à-vis de la question de la réussite et essayer de sortir d'une vision très auto-centrée de la réussite. Je vous propose qu'on continue dans un instant. Dans cet épisode d'Encore Heureux, on se questionne sur la réussite avec la neuroscientifique Sama Karaki et le psychiatre Daniel Batoula. Pour poursuivre notre échange, je voudrais vous faire écouter le témoignage d'une personne qui a changé son regard sur la réussite. À 20 ans, j'avais une idée assez précise de ce que je voulais dans la vie. Un travail ambitieux avec de l'argent et de la reconnaissance. Je me voyais bien bosser en finance à New York, une famille à 28 ans, un mari et 3 enfants. J'avais peu de doutes sur ma capacité à obtenir ces choses. J'avais déjà intégré une grande école et des cercles privilégiés. Pour moi, c'était la suite logique des choses. 10 ans et quelques remises en question plus tard, je suis de plus en plus surprise par ce à quoi ma vie ressemble. Aujourd'hui, je suis prof des écoles. J'habite à la campagne, je ne suis plus vraiment sûre de vouloir des enfants et j'aime passionnément mon quotidien. Et pourtant, il m'arrive souvent de questionner ma vie, en particulier quand je fréquente des gens qui incarnent ce que j'aurais voulu être à 20 ans. Quand je passe du temps à leur côté, je me sens loseuse et tout ce que j'ai fait dans ma vie cesse d'exister pendant un instant.
Dans ce témoignage, on entend deux choses. On entend un parcours qui a pivoté, une façon de percevoir la réussite qui a changé, mais aussi la question de l'environnement. C'est-à-dire que cette personne, elle décrit que quand elle fréquente des gens qui ont un rapport à la réussite qui lui correspond plus, en gros, ça va pas, ça lui fait questionner ses choix, etc. Est-ce que ça veut dire que pour pas souffrir de la réussite des autres, faut arrêter de fréquenter des gens, par exemple, qui ont une vision très classique de la réussite? Le parallèle que vous avez fait tout à l'heure, Sama, par rapport au jeu de société, je l'apprécie beaucoup parce qu'en fait, c'est un peu la même chose. On peut jouer à ce jeu, on peut aller voir des personnes qui, pour ces personnes-là, la réussite, c'est de faire du ski tous les week-ends absolument et de partir absolument tout le temps en vacances dès qu'il y a une possibilité. On peut à certains moments décider de faire ce jeu-là, mais c'est aussi important de penser à s'en extraire et de dire c'est un jeu auquel j'ai peut-être pas gagné là maintenant, ou j'ai gagné à un certain moment, puis j'ai plus envie, ça me correspond plus, et de pouvoir sortir de ça et se dire je me laisse pas enfermer là-dedans. C'est ça, c'est l'idée, c'est de pas se laisser enfermer dans quelque chose qui nous correspond pas ou qui n'est pas en accord avec nos valeurs, parce que si on se laisse enfermer dans quelque chose avec lequel ne correspond pas nos valeurs de base, on va créer ce qu'on appelle une dissonance cognitive et on va être totalement bloqué dans quelque chose qui nous convient pas, et en général ça va créer du stress, de l'anxiété ou d'autres choses, et puis si on n'arrive pas à l'exprimer verbalement, on va l'exprimer de façon corporelle et on va avoir des soucis digestifs ou des soucis musculaires ou articulaires et de la somatisation. Donc c'est important de pouvoir s'en rendre compte, de savoir quelles sont nos valeurs et de ne pas s'enfermer dans quelque chose qui ne nous correspond pas entièrement, mais on peut y aller de temps à autre, c'est pas interdit non plus. Moi, je pense que le problème là peut être aussi ce que renvoient ces personnes à cette fille. Parce que si on nous regarde de haut, c'est normal qu'on ne se sente pas bien. Comme je ne crois pas qu'il y a une définition de réussite de vie et qu'elle, visiblement, elle est contente des choix qu'elle a fait. Donc si elle se sent mal en présence de ces personnes, il est possible que ça soit pas que elle qui a un discours interne qui la rabaisse, mais que ça soit en fait ces personnes qui n'arrêtent pas de parler de leurs projets, qui n'arrêtent pas de parler comme si c'est très intéressant ce qu'ils font, et donc en fait de renvoyer. D'ailleurs aussi, c'est dans la société aujourd'hui qu'on valorise pas ce métier elle est enseignante. Oui. En fait, voilà, si être enseignant ou enseignante devient pour nous un métier ultra valorisé, en fait, elle sera la championne de ce groupe. Et donc, ça renvoie aussi à ce que nous avons collectivement décidé de mettre comme étant des vainqueurs et des vaincus dans le système. Et donc, je ne dirais pas qu'il ne faut pas aller voir nos amis qui font autre chose, mais il faut ne pas aller voir les gens qui ne parlent que de profession, déjà. Qu'est-ce que tu fais en ce moment? Je pense que ça peut être stressant aussi pour des personnes qui sont en recherche professionnelle, qui n'ont pas envie de se définir par ces critères. Nous sommes des êtres multiples. Et donc, nous avons droit d'exercer cette multiplicité dans les sphères les plus intimes aussi de notre vie. Donc, je pense qu'il y a un effort collectif à faire, à ne plus céder à ce besoin de sonder ce que fait l'autre, sonder ce que... moi, par exemple, dans l'école de mon fils, ils ont 7 ans. Je me dis qu'il y a un exercice que j'aimerais qu'ils arrêtent de faire, c'est de demander aux enfants, vous avez fait quoi pendant les vacances? Parce que il y a des enfants, nous sommes dans un quartier populaire, il y a des enfants qui n'ont pas envie de raconter ça, et des enfants qui vont être face. D'ailleurs, la jalousie, pourquoi on lui fait la guerre? C'est un sentiment qui peut être complètement légitime de le sentir, et donc de ne pas que ça soit pas un sujet, les performances et les possessions présents. Et en fait, on a un effort à faire au niveau de nos amitiés aussi, pour ne pas renvoyer ce qu'aujourd'hui est valorisé comme étant des réalisations dans la figure de nos proches à chaque fois qu'on en avons l'occasion. C'est comme on en avait parlé dans l'épisode sur le travail, où l'idée c'est de ne plus poser la question aux gens ou répondre différemment à la question qu'est-ce que toi tu fais dans la vie? Moi je fais de la natation, voilà, c'est quelque chose que j'ai fait, mais c'est pas un métier. Et ça c'est toujours j'aime bien de répondre à cette question de cette façon-là. Les gens sont désarçonnés, ils comprennent pas, ils se disent mais moi je voulais savoir ton métier, mais en fait ça me définit pas. Et donc justement ne pas se définir par son métier, ça permet de ne pas
pas jouer ce jeu et de rentrer dans le jeu de capitalisme ou de course à l'emploi ou de définition que par l'emploi. Donc ça, c'est assez important aussi. Alors justement, tu l'as bien dit, le témoignage qu'on a entendu, c'est une personne qui est professeure des écoles. Est-ce que, et qui adore son métier, qui a changé complètement sa notion de la réussite, est-ce que tu dirais que c'est peut-être aussi parce que c'est une personne qui fait un métier qui n'est pas tourné que vers elle, mais en fait qui est au service de la société, des enfants, des autres? Alors, autant je milite quasiment pour la valorisation de ces métiers, autant je refuse qu'il y ait une autre hiérarchisation. Quelqu'un qui vous livre votre repas le soir, il a aussi un sens aussi important pour que cette société tienne. Quelqu'un qui m'a rappelé de mettre le micro proche de mon menton, tu fais cette interview, tu es psychiatre, je suis chercheuse. En fait, il ne doit pas y avoir un besoin d'hiérarchiser l'estime que nous portons, et d'ailleurs encore moins aux personnes qui ne travaillent pas aussi. Et donc, je pense en fait que ce que nous réalisons doit être séparé de ce que nous sommes, et que ce que nous réalisons ne doit pas être l'objet ultime. Et c'est encore une fois le projet du marché, encore une fois, de nous définir en tant que projet d'employé, que projet de producteur et de consommateur. Et donc, on peut refuser déjà, c'est que nous-mêmes, dans nos sphères les plus intimes, qu'on continue à jouer ce jeu et continue à nous définir à travers ce prisme. Je voulais vous faire écouter un dernier témoignage d'une personne qui est justement un peu sortie d'une définition individuelle de la réussite, qui aimerait que la réussite change de camp. On écoute. Dans la société, la réussite me semble souvent liée à deux sphères. Fonder une famille et avoir un bon travail, stable, idéalement intellectuel, et qui permet d'avoir un chez-soi dont on est propriétaire. Or, dans mon cas, je ne veux pas d'enfant, rien ne m'angoisse plus qu'un CDI, et je consacre le plus gros de mon temps à du travail non rémunéré, notamment à travers des engagements féministes, écolos et auprès de mineurs non accompagnés. J'imagine que la plupart des gens autour de moi pensent que ma vie est un échec. Mais moi, je pense que la réussite change de camp. Et que œuvrer pour le collectif plutôt que pour le système capitaliste, ça doit être considéré comme de la réussite. Je suis d'accord avec tout ce qu'elle a dit. Mais il faut faire attention de ne pas retomber dans la stratification morale, c'est-à-dire de ne pas projeter sur les autres le fait qu'on est supérieur parce qu'on a tout compris. Donc c'est ça ce qui se passe aussi, c'est que finalement c'est une question d'estime dans laquelle on n'écrase pas les autres, hein, parce que c'est pas parce qu'on a quitté ces modèles qu'il faut qu'on ait l'impression d'avoir d'une autre forme de réussite dans laquelle on va reprendre la compétition sociale, dans laquelle on va recréer des idoles, des personnes brillantes, des personnes qui expriment les causes écolo et brillantes et féministes mieux que d'autres. Et en fait, ce système se reproduit. Donc, par exemple, le concours de la personne la plus militante ou la plus déconstruite, c'est de ça dont tu parles, de la plus tournée vers les autres ou qui performe le plus. Voilà, et cette fois-ci, ça ne sera plus une forme de possession de matériel, ça serait plus une forme de condescendance morale qui va s'imposer aux autres. Donc en fait, l'idée, ce n'est pas dans quelle sphère on s'épanouit, l'idée c'est ne pas s'épanouir en considérant qu'il faut que j'occupe une place dans la stratification, dans l'hiérarchie par rapport aux autres. Et est-ce que, je voudrais revenir un instant quand même sur ces métiers que j'appelle au service. Je parlais tout à l'heure d'une prof des écoles, mais en fait des métiers qui sont quand même tournés vers la société, vers les besoins fondamentaux, mais tu donnais d'autres exemples. Je crois que tu donnais l'exemple des livreurs qui sont aussi des métiers du care, en fait, finalement. Est-ce que d'un point de vue neuroscientifique, d'un point de vue d'analyse de nos besoins fondamentaux, on peut dire que quand même se tourner vers les autres, ça fait du bien? Alors, il y a beaucoup d'études sur ce domaine. Il y a un penchant qui est beau, il y a un penchant qui est un peu inquiétant. C'est-à-dire que ça nous fait du bien de faire du bien, mais à ceux qui nous ressemblent. Ça veut dire que on va en fait faire des études sur un geste généreux, et en fait on va trouver que comme on a plus d'empathie pour les gens qui nous ressemblent, ça nous fait du bien de leur faire du bien. Ça nous fait absolument rien de faire du bien aux gens qui ne nous ressemblent pas et qui d'ailleurs ne partagent pas les mêmes valeurs que nous, voire ça nous fait du bien quand on les voit un peu ratés, quoi. Et donc, je crois que il faut aussi questionner notre considération de l'altruité, parce que on ne la distribue pas de la même façon à tout le monde. On n'est pas attendri par les mêmes animaux, on n'est pas attendri par les mêmes morts, on n'est pas choqué par toutes les guerres, on n'est pas choqué par toutes les violences. Parce que sur la question de l'empathie, tu dis ça nous fait du bien de faire du bien aux gens qui nous ressemblent.
Mais du coup, si on étend les gens qui nous ressemblent, c'est-à-dire on s'intéresse aux autres, plus, tu parles de plus de mixité dans les écoles, par exemple, j'ai déjà entendu parler de ça, qu'on s'intéresse plus aux autres, bon, peut-être à travers le voyage, mais en fait pas seulement, enfin qu'on va qu'on augmente le champ des gens dont on considère qu'ils nous ressemblent. Est-ce que ça peut pas nous aider aussi à prendre plaisir en fait à faire du bien à plus de personnes? Oui, alors du coup, une mixité sociale, on n'a pas besoin de passer par ce sentiment parce que naturellement, on voit pas l'autre comme quelqu'un de différent. C'est ça l'avantage de la mixité sociale, plutôt que de faire des formations à l'empathie, ce qui ne marche pas, c'est en fait de créer l'empathie naturellement, parce que comme j'ai l'empathie pour les personnes avec qui je partage des expériences, donc en fait, créons des expériences partagées dès l'enfance. Je n'ai plus à dire « il ne me ressemble pas, je n'ai pas de l'empathie pour lui et je vais travailler sur moi ». C'est beaucoup mieux de construire des sociétés qui nous ouvrent à cette forme d'empathie, plutôt que de garder les sociétés telles qu'elles sont et puis après de former à l'empathie. Donc, du coup, ça pourrait être intéressant peut-être de se mettre dans des situations où on a un cercle social un peu différent, c'est-à-dire d'aller avec des personnes qui nous ressemblent peut-être moins le temps d'une soirée ou le temps d'une journée ou le temps même d'une semaine peut-être et être avec ces personnes qui ont une vision qu'on ne partage pas entièrement, mais ça nous apprend peut-être cette empathie-là, même si c'est des personnes qui ne sont pas féministes ou qui ne sont pas anticapitalistes, mais on va les côtoyer, on va peut-être voir un petit peu comment ça va se produire et comment on va développer une empathie ou développer une réflexion autre. Il faut qu'on soit en forme pour le faire, parce que comme on aime bien aussi être dans le confort de l'homogénéité, être dans le confort de ce qu'on appelle l'endogroupe, des gens qui pensent comme nous. Et donc, en fait, ce travail est pénible. C'est pour ça que c'est beaucoup plus pénible de le faire à l'âge adulte, plutôt que de grandir, en fait, dans une famille dans laquelle tonton, il a ses propos. Voilà, il est là. Je vis avec ses propos et je fais avec, et peut-être que des fois j'arrive à lui passer, mais je ne fais pas ça comme un travail de déconstruction active, parce que déjà c'est pas à moi de le faire, c'est pas encore une fois à la personne qui est opprimée de faire ce travail, mais par contre qu'on ne s'isole pas dans nos sphères. Mais je pense que naturellement, on est entouré de membres de famille, on est entouré de personnes partout qui ne pensent pas comme nous. On n'a pas à forcer ça. Et en fait, on a aussi un travail à faire pour contrer les algorithmes des réseaux sociaux qui nous enferment dans ces bulles. Si vous écoutez dire « je comprends pas comment il pense ça », alors oui, c'est parce que en fait, vous êtes enfermé dans une bulle. Après, on a le droit de le faire. Moi, je lis tous les commentaires. Je lis toutes les insultes, je regarde tous les messages, parce que c'est mon travail. Je prends du plaisir à voir. Tu veux dire sous les contenus que tu fais, les vidéos des... Oui, parce que c'est mon travail, en fait. C'est de comprendre comment c'est les leviers de pensée, de comment on construit des récits. Mais par contre, je peux très bien comprendre qu'on n'a pas envie à s'infliger, en fait, certains commentaires. Sama Karaki, merci beaucoup. Daniel Batouya, merci. Merci beaucoup au public pour votre présence. Merci à la Gaieté Lyrique pour votre accueil. On se donne rendez-vous sur Instagram @EncOreHeureuxPodcast, sur le site de binge.audio. Vous y retrouverez des ressources, toutes sortes d'informations. L'émission a été réalisée par Tila Ravu, produite par Charlotte Bex. Les témoignages ont été lus par Charlotte Bex. Merci beaucoup.